Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Europarl TV pour ce nouveau numéro de 7 jours en Europe. La lutte contre le terrorisme au cœur de l'actualité européenne. Alors tandis que les eurodéputés sont en train de finaliser un nouvel accord avec les États-Unis concernant l'échange de données personnelles, la tuerie de Toulouse et de Montauban en France, perpétrée par un islamiste radical, nous rappelle que la menace terroriste reste bien réelle. Et pour en discuter, je reçois justement Arnaud Danjean. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé et surtout président de la sous-commission sécurité et défense. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose le petit jeu de l'émission. Oui ou non, 1 minute de questions-réponses. C'est parti. La radicalisation de certains jeunes musulmans en Europe est-elle suffisamment combattue ? Non, sans doute pas, et les drames de Toulouse et de Montauban viennent l'illustrer. Alors, malgré tout, peut-on vraiment lutter contre des kamikazes totalement isolés ? On aura toujours des gens qui passeront à travers les mailles du filet. C'est plutôt non. D'accord. Le président français veut pénaliser les personnes qui consultent des sites internet faisant l'apologie du terrorisme et du djihad. Est-ce que c'est vraiment compatible avec nos valeurs fondamentales européennes ? Oui. Fermer les frontières justement de l'Union ou condamner les personnes qui vont s'entraîner dans des camps en Afghanistan ou ailleurs, là aussi, est-ce que c'est vraiment faisable ? Oui, compliqué, mais oui. Est-ce qu'il y a urgence ? Ah oui. D'accord. Sur le front afghan, le retrait des troupes françaises a commencé. Le retrait final doit-il s'accélérer avant 2014 ? Il va s'accélérer de toute façon puisque le président de la République a fixé 2013, donc oui. Voilà, c'était la dernière question et là ça passe très très vite. Merci Arnaud Danjean d'avoir joué le jeu. Mais tout de suite, avant de passer à la conversation que nous aurons tout à l'heure sur le terrorisme, je vous propose d'écouter le petit résumé de l'actualité présenté cette semaine par Julie Martin. Mardi, les eurodéputés spécialisés en liberté civile ont finalement dit oui à l'accord conclu entre l'Europe et les États-Unis concernant le transfert de données personnelles des passagers aériens aux États-Unis. Ils n'ont pas suivi la rapporteure Sophia in 't Veld, selon laquelle le niveau minimum de protection des données personnelles ne serait pas respecté. Objectif recherché par les Américains, la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Martin Schulz, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. L'Assemblée a réuni ce week-end au Maroc 25 eurodéputés et des représentants des parlements de 16 pays du contour méditerranéen et du Proche-Orient. Les Européens y ont appelé à l'urgence une solution politique pour la Syrie, une nouvelle chance pour relancer l'Union pour la Méditerranée après le printemps arabe. Point d'orgue de cette semaine, la mini-session de Bruxelles. Les progrès de la Turquie et de 3 anciens pays d'ex-Yougoslavie ont été passés au crible par les députés en débat mercredi. À quelques mois de la présidence chypriote, les Turcs ne reçoivent pas une bonne note concernant leur politique de voisinage. Les Européens déplorent la menace d'Ankara de geler ses relations avec l'Union si aucune solution à la question chypriote n'était trouvée d'ici là. En qualité de pays candidat, la Turquie devrait pourtant s'engager sur la voie de relations sereines avec l'Union et tous ses États membres, disent les eurodéputés. Et pour terminer, le vote attendu de la semaine, le Parlement devait placer jeudi les produits dérivés sous haute surveillance dans l'Union. Ces instruments financiers complexes sont accusés d'avoir déclenché la crise. Objectif, les rendre plus sûrs et transparents. Alors la question du terrorisme s'invite de nouveau sur la scène européenne avec fracas. Là-dessus, la France a déjà, et le président français a déjà fait des propositions nationales. Est-ce que l'on a est-ce qu'il y a des possibilités de lutter plus efficacement encore au niveau européen ? La coordination peut toujours être renforcée, elle existe déjà, elle se fait essentiellement de service à service. Vous savez qu'il y a des organismes européens aussi qui centralisent, qui collecte, j'allais dire, et qui synthétise, mais plutôt en termes d'analyse de la menace. On a le centre de situation, on a un coordinateur de la lutte antiterroriste, M. de Kerkhoff, qui vient souvent d'ailleurs nous briefer au Parlement européen sur l'avancée des travaux. Donc oui, bien sûr, on peut toujours améliorer les choses. Ce qui est très important, et c'est là-dessus essentiellement que le Parlement légifère et a un rôle prédominant, c'est concilier les arsenaux juridiques qui se mettent en place et qu'il faut renforcer et qu'il faut affiner, ce qu'a montré le drame de Toulouse, avec le respect des libertés publiques et des libertés individuelles. C'est ça qui fait la force d'un dispositif antiterroriste. Alors c'est tout un problème, l'accès Internet
sur les sites fondamentalistes, etc. Rendre pénalement responsables les utilisateurs, ceux qui regardent. Alors, c'est un peu problématique. Un journaliste qui va regarder pour s'informer, un chercheur qui a besoin. J'ai entendu ces objections. Évidemment, il ne s'agit pas de pénaliser quelqu'un qui viendrait dans le cadre de ses activités professionnelles, d'observation, d'analyse, consulter. Mais il y a tout le volet interactif de ces sites. Et c'est là où il y a une vraie faille. Le volet interactif, c'est-à-dire le moment où les utilisateurs ne se contentent pas d'aller visionner des vidéos, des messages, mais entrent en contact, chatent et entrent en contact. Et on voit que les filières de recrutement passent aussi par cette interactivité sur les sites qui font l'apologie du terrorisme. Donc je pense qu'il y a d'abord un certain nombre de sites qui font l'apologie du terrorisme qui peuvent être sanctionnés en tant que tels. Et puis ensuite les utilisateurs actifs. C'est pas simple, je vous le concède, mais c'est quand même nécessaire. Alors une question sur les droits fondamentaux. Une autre question d'actualité. Le Mali, coup d'État. Le Mali, un immense pays, on le sait, terreau du fondamentalisme et notamment de l'AQMI, Al-Qaïda au Sahel. Vous avez immédiatement réagi et vous êtes un petit peu agacé contre Catherine Ashton. Oui, enfin pas contre Madame Ashton à titre personnel, mais contre l'inertie de l'Union européenne et particulièrement de sa composante politique extérieure et de sécurité, puisque ça fait plus d'un an maintenant, le 21 mars 2011, que le Conseil européen a adopté une stratégie pour le Sahel. Stratégie qui comporte deux volets. Un volet, j'allais dire, classique de développement, parce que ces pays en ont effectivement besoin, et un volet plus audacieux sur la sécurité. Il ne s'agit pas d'envoyer des militaires européens sur place, il s'agit d'aider les forces de sécurité maliennes, nigériennes, mauritaniennes à se structurer, à s'équiper, à contrôler leurs frontières, à mener des processus judiciaires performants, bref, à développer un vrai arsenal de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée qui sévissent dans cette région. Un an après, la mise en œuvre de cette stratégie, je ne dirais pas qu'elle est totalement au point mort, mais les résultats sont d'une modestie extrême et excessive au regard des enjeux dont on a vu effectivement au Mali qu'ils s'imposaient à nous de façon très très urgente. À qui la faute ? Une forme d'attentisme bureaucratique, si vous me permettez la formule. C'est vrai que la Commission européenne, notamment, mais aussi le service d'action extérieure, qui est tout jeune, n'ont pas l'habitude de mettre en œuvre ce type de stratégie très globale. On s'est replié sur les instruments classique. On fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du développement, débloquer des aides financières, développer de l'aide humanitaire, développer de l'aide alimentaire, de l'aide sanitaire. Ça, on sait faire, on sait dans les clous. Donc les programmes suivent leur cours. Dès qu'on fait du sécuritaire... L'Europe de la défense est en panne, clairement. L'Europe de la défense, elle n'est pas en panne, ça dépend ce qu'on veut y mettre dans cette Europe de la défense, mais il y a des ambitions. Il faut d'abord, quand on veut faire une politique de défense et de sécurité, il faut d'abord cibler les menaces. Par quoi se sent-on menacé ? Clairement, l'instabilité au Sahel menace les États de la région au premier chef, on l'a vu au Mali tout récemment, mais menace aussi les citoyens européens. Il faut que nos gouvernements en prennent conscience. Alors les gouvernements du sud de l'Europe en ont tout à fait conscience, c'est beaucoup plus difficile de convaincre les 27 de l'urgence qu'il y a à établir des priorités et notamment de mettre la Corne de l'Afrique et le Sahel dans ses priorités sécuritaires. D'accord. Alors, un mot aussi sur la Libye, on n'en parle plus beaucoup, elle est sortie des radars, la situation est totalement, pas du tout sous contrôle aujourd'hui. Il y a de grands défis pour la Libye, et notamment des élections pour élire une assemblée constituante. On parle d'une date, le 23 juin prochain. Que peut faire le Parlement européen pour aider la société civile à s'activer pour préparer ces élections, les premières dans l'histoire du pays? Oui, il y a deux grands défis en Libye actuellement. Il y a un défi d'ordre sécuritaire, alors effectivement la coexistence, la cohabitation assez fragile de beaucoup de milices extrêmement armées, et puis un défi politique, un défi de société qui est celui institutionnel, celui de l'organisation des élections. Vous en avez parlé. Le Parlement européen a envoyé une mission à laquelle je participais il y a quelques semaines, au mois de février, en Libye. Nous avons rencontré tous les acteurs politiques libyens. Le Parlement européen sera sans doute présent par le biais d'une mission d'observation auprès des autorités libyennes et de la société civile libyenne pour préparer ces élections et le jour de leur déroulement. Merci Arnaud Danjean d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur le plateau de Reparle TV. Merci. Au revoir.
L'amour ne connaît pas de frontières, dit-on souvent. Ce n'est pas toujours vrai. Loin de là, en cas de divorce dans l'union, les enfants issus de couples transnationaux se retrouvent parfois mêlés à des situations totalement kafkaïennes. C'est le thème de cette édition de 7 jours en Europe. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi le député Philippe Boulan, qui a accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes eurodéputé, mais vous êtes aussi président du groupe de travail sur les divorces transnationaux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la règle du jeu de cette émission. Place au oui ou non. 1 minute de questions-réponses. C'est parti. Alors, le président français a-t-il eu raison de lancer un ultimatum sur l'espace Schengen aux Européens? Oui. La chaise vide plutôt que la méthode communautaire, ça vous paraît une bonne démarche? Non. Malgré tout. En France, le candidat socialiste au présidentiel veut renégocier le traité sur la discipline budgétaire que les 27 ont eu beaucoup de mal, les 25 ont eu beaucoup de mal à mettre en place. Vous y croyez à cette renégociation Non. aussi? Alors, la crise de la dette, toujours, ce serait la faute à l'Allemagne et à la France. C'est ce qu'a déclaré cette semaine Mario Monti, le président du Conseil italien. Vous êtes d'accord avec ça? Non. La Commission européenne a présenté la semaine dernière un projet visant à la réciprocité en termes de marché public avec les pays tiers. C'est une bonne démarche, une bonne approche? Oui. Un bon début. Vous Oui. croyez vraiment que les 27 vont accepter cette idée? On verra. Oui. Si j'ai le droit de dire que oui ou non, oui. D'accord. Merci Philippe Boulan d'avoir accepté ce petit jeu. Fin de partie. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, on va regarder tout de suite ce reportage sur les divorces transnationaux. Une situation extrêmement douloureuse pour de nombreux enfants. Un reportage signé Andreas Dittel. Nous sommes devant la maison dans laquelle j'ai habité avec mes enfants pendant plus de 3 ans. Et où nous étions au moment où leur papa les a gardés il y a 1 an et demi, donc le moment de leur disparition. Sarre-Louis. Die Französin Marie Gallimard-Geiss verbrachte hier 4 nicht sehr glückliche Ehejahre. Als die Verbindung in die Brüche ging, wurde der Mutter das Sorgerecht für die beiden kleinen Kinder zugesprochen. Nach einem Besuchswochenende ließ der Vater die Kinder nicht wieder zur Mutter. Die Begründung: Da die Mutter Französin sei, bestehe die Gefahr, dass sie die Kinder in ihr Heimatland entführe. Damit wären sie dem Zugriff der deutschen Behörden und letztlich auch des Vaters entzogen. Das war im September 2010. Seitdem hat Marie Gallimard-Geiss ihre beiden Kinder, die jetzt 6 und 8 Jahre alt sind, so gut wie nicht mehr wiedergesehen. Bien qu'il n'y ait aucune interdiction du juge, je ne peux pas approcher mes enfants sans qu'on appelle la police. C'est-à-dire que mes enfants la dernière fois qu'ils m'ont vu, brièvement, ils m'ont vu et ensuite ils ont vu la police arriver à cause de moi. Donc psychologiquement, c'est une catastrophe. Das Jugendamt, nach seiner Verfassung allein dem Wohl des Kindes verpflichtet, entscheidet häufig im Eilverfahren. Für Marie Gallimard-Geiss heißt das, entschieden wird schnell. Der Einspruch gegen solche Entscheidungen kann dagegen sehr lange dauern. Là, dans mon cas, eh bien, j'ai une décision qui est tombée en urgence. J'ai été obligée d'ouvrir toute une nouvelle procédure. Ça dure maintenant déjà 1 an et demi et il n'y a toujours pas de réponse. Der Entführungsvorwurf wiegt schwer, aber es hat ja keine Entführung stattgefunden. Und der Verdacht, dass eine stattfinden könnte, gründet sich in erster Linie auf die Tatsache, dass die Mutter keine Deutsche ist. Marie Gallimard-Geiss sieht in ihrem Fall grundlegende europäische Rechtsnormen verletzt und fragt sich, ob Europa hier nicht versagt. Un dysfonctionnement de l'Europe dans le sens où l'Allemagne applique certaines façons de faire qui sont répréhensibles au regard du droit européen. Je pense en particulier aux droits fondamentaux, la présomption d'innocence par exemple, le droit de libre circulation des personnes, le droit à un procès équitable, l'interdiction de discrimination. Für Marie Gallimard-Geiss ist der Kampf gegen den Entzug ihrer Kinder zum Lebensinhalt geworden. Sie hat Petitionen geschrieben ans Europäische Parlament und ans französische Abgeordnetenhaus. Sie hat sogar einen Verein gegründet und hofft auch in erster Linie darauf, dass ihr ein deutsches Gericht das Sorgerecht an ihren Kindern wieder zurückgibt. Alors une précision sur cette mère de famille, 1 semaine après le tournage de cette vidéo, eh bien écoutez, cette dame a finalement obtenu le droit de passer un week-end seule avec sa fille, la plus jeune, et elle devrait aussi pouvoir partir en vacances à Pâques
avec elle. Alors, Philippe Boulan, revenons sur le cas douloureux de ces enfants de parents divorcés en Europe. L'Allemagne n'est pas le seul pays qui est en question aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres plaintes qui circulent, notamment au Parlement européen. Mais vous êtes allé voir les Allemands à la fin de l'année 2011. Vous avez rencontré les autorités pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et au terme de cette visite, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Alors, en préalable, je tenais à vous dire qu'effectivement, dans la commission des pétitions, nous recevons énormément de plaintes ou de pétitions concernant ce problème des divorces transnationaux. Et c'est l'Allemagne exclusivement qui est concernée. Je veux dire, ça concerne d'autres citoyens européens, mais dans la mesure où ils sont mariés avec un Allemand ou avec une Allemande. Le cas ne se pose pas pour d'autres pays. Et il y a un problème structurel en Allemagne que l'on a essayé d'étiqueter au sein de notre commission, notre groupe de travail, et que nous avons essayé de discuter et d'approfondir avec nos interlocuteurs à Berlin lorsque nous sommes allés. Voilà. Donc nous avons rencontré des représentants du Jugendamt, c'est cet organisme pour la jeunesse propre à l'Allemagne, qui est en fait un organisme de conseil et d'application des décisions du juge dans les cas de divorce transfrontaliers. On a rencontré donc des représentants du Jugendamt, de la commission des pétitions, du Bundestag, des députés, des juges, des avocats. Voilà, nous avons eu un panel assez intéressant. Et alors les Allemands se défendent de cela en disant mais non, nous appliquons la loi, nous avons certes un organisme, le Jugendamt, qui, et je le dis tout le temps, certainement travaille dans 90% très bien dans l'intérêt de l'enfant, mais le défaut structurel est tel que quand le Jugendamt fait une erreur ou qu'un employé du Jugendamt fait une erreur, il n'y a pas de possibilité de recours. Et on est devant de l'arbitraire. Et les gens comme Mme Gallimard-Guès, que j'ai rencontré, dont je connais très bien le dossier, mais c'est un parmi tant d'autres, se ruinent en procédure, en démarche, et puis surtout, tout ça prend un temps infini qui fait que, pendant tout ce temps-là, les mamans ou les papas ne voient pas leur enfant, ce qui est dramatique. Et moi, je me suis insurgé en arrivant en commission des pétitions contre ce traitement un peu impersonnel des pétitions qui revenait et qui était récurrent et pour lequel nous ne nous mobilisions pas assez. Alors, le problème, est-ce que ce n'est pas ce fameux trou noir législatif en Europe? On a un marché unique qui encourage la mobilité. Des millions d'Européens ont changé de pays, travaillent dans un autre pays, vivent dans un autre pays, rencontrent, se marient. Et au final, les lois matrimoniales, les lois parentales restent nationales. Et c'est là tout le problème. Alors comment passer le cap et essayer de trouver des solutions concrètes? Alors effectivement, c'est là tout le problème et c'est tout le travail de notre commission des pétitions, c'est de traiter les problèmes liés à la mobilité, entre autres, parce qu'il y a d'autres sujets, mais liés à la mobilité et qui, effectivement, pour lesquels les citoyens européens se heurtent à ces fameux trous noirs dont vous parlez. Alors, vous disiez en introduction que l'amour n'a pas de frontières. Moi, je dirais que là, le désamour a des frontières, malheureusement, et que quand, dans un divorce, les deux parents s'entendent correctement, il n'y a pas de souci particulier que l'un soit allemand et l'autre issu d'un autre État membre. Mais s'il y a un souci particulier, effectivement, le parent allemand peut incriminer le parent étranger à l'Allemagne en disant que cet enfant, que ce parent va ravir ses enfants. Et là, le Jugendamt, c'est une machine infernale qui se met en route et qui récupère les enfants et qui les spolie de l'autre parent, de leur droit. Alors concrètement, il y a des outils législatifs, malgré tout, qui existent en Europe. Ils sont imparfaits à ce stade. Une étude du Parlement a été commandée, qui a fait un peu le tri et qui a observé plusieurs pays, comment ça se passe concrètement. Ils ont fait des recommandations. Qu'est-ce que devraient être les toutes premières recommandations du Parlement pour essayer d'avancer ? Alors, quel est le pouvoir du Parlement? Déjà, concrètement et rapidement, parce que malheureusement le temps passe. Rapidement, le pouvoir du Parlement, c'est déjà d'avancer la Charte des droits fondamentaux. Voilà, ça, c'est la première chose que peut faire le Parlement, et aussi peser de tout son poids dans cette problématique. Ensuite, ce que moi je propose au sein de notre commission de travail, et ce que je vais proposer dans le rapport qui va être plus officiel dans quelques jours, c'est la création d'un médiateur. Nous avons des médiateurs qui existent dans beaucoup d'États membres, mais en Allemagne, il n'en existe pas. Et il faut un médiateur qui soit... Parce que la problématique, elle appartient à l'Allemagne.
Il faut un médiateur qui soit créé en Allemagne et qui ait un pouvoir de consultation et de remise en cause des décisions, le cas échéant. Alors, un pouvoir de médiation, un pouvoir de formation, ce sont des grands thèmes qui vont préoccuper les députés ces prochains mois. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt sur le plateau de Reparle TV. Bien volontiers. Au revoir. Merci de m'avoir laissé.